Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. L'arrestation de Boualem Sansal à Alger continue de susciter l'intérêt d'une partie de la classe politique et intellectuelle française, donneuse de leçons, se dit préoccupée avec une agitation comique, preuve supplémentaire de l'existence d'un courant haineux contre l'Algérie, un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne. L'atrocité de la machine génocidaire sioniste continue de faire des victimes. Aujourd'hui, 7 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 3 enfants, suite à un bombardement d'avion visant le quartier de Zeytoun, au sud-est de la ville de Gaza. Et puis la répression marocaine dans les territoires occupés a atteint des niveaux alarmants entre confiscation des terres, destruction systématique et déplacement forcé. Les autorités coloniales poursuivent une stratégie visant à effacer l'identité sahraoui et ancrer l'occupation au mépris des droits fondamentaux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, l'arrestation à Alger de Boualem Sansal suscite toujours l'intérêt d'une partie de la classe politique et intellectuelle française donneuse de leçons. Mais la question qui se pose, quel est l'intérêt de cette agitation comique ? Preuve d'un courant haineux contre l'Algérie. Un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne, faisant fi du grand dossier du malaise sociopolitique qui secoue leur pays. Un pays où la démocratie est à géométrie variable. Yanis Eid Belkacem. L'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Tout le bottin anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Éric Zemmour, Mohamed Sifawi, Marine Le Pen, Xavier Deriancourt, Valérie Pécresse, Jacques Lang, Nicolas Dupont-Aignan et évidemment Tahar Benjedloun, son ami marocain qui récupère d'une sciatique à force de baisement à Mohamed VI. Tous montent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. Il faut dire que ce lobby haineux a eu une mauvaise semaine. D'abord, un de leurs protégés, Kamel Daoud, a été pris la main dans le sac, exploitant les douleurs d'une victime du terrorisme en Algérie. Ensuite, leur ami génocidaire Netanyahou s'est vu délivrer un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Et enfin, notre écrivain de Gallimard, Sansal, se voit arrêté en plein délire révisionniste. Au passage, le même Sansal avait été accusé par l'écrivain Wassini Larraj de lui avoir volé son titre et la trame du roman 2084, La fin du monde. Comme quoi, dans la confrérie du plagiat et du détournement littéraire, la France de l'édition a bien choisi ses poulains algériens. Le gouvernement français doit exiger sa libération immédiate, lancera le naturalisé par décret Éric Zemmour en faveur de son ami Boualem Sansal. La France, qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger, n'a toujours pas déclaré au monde si elle a la souveraineté nécessaire de pouvoir arrêter Benjamin Netanyahou si jamais il se pointerait à l'aéroport Charles de Gaulle, puisque Paris parle de droits de l'homme. Se conformer au droit international dans le cas de Netanyahou serait déjà un bon début. La France n'est pas à une contradiction près, qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie concernant la colonisation française, qui admet la reconnaissance historique d'assassinats d'État. Dans le cas de Ali Boumendjel, Maurice Audin ou de l'Arbi Ben Hédé pousse la contribution jusqu'à envoyer son ambassadeur avec une gerbe de fleurs sur la tombe de nos martyrs, prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. La France, qui légifère à tour de bras sur les lois mémorielles, surtout quand il s'agit de révisionnisme anti-juif, ne devrait-elle pas plutôt condamner Sansal pour sa tentative de nier l'existence même de la nation algérienne? Ça serait un bon sujet d'étude et de négociation pour Benjamin Stora. En définitive, à chaque poussée de fièvre anti-algérienne, Paris charge Alger de tous les maux, alors que l'Algérie agit toujours selon le principe de cohérence. Accuser l'Algérie d'empêcher la liberté d'expression, alors que les Français détiennent toujours Pavel Durov, le fondateur de la messagerie Telegram, plateforme mondiale de l'expression, et la confirmation de cette sinistre comédie dont seul Sansal est le pantin utile. Et puis l'actualité est marquée par l'ouverture aujourd'hui de la 2e conférence annuelle du marché financier algérien au Centre international des conférences IEC à Alger, à Plateau-Frahal. Cette conférence est organisée sous le haut patronage du ministre des Finances par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse COSOP, sous le thème Nouveaux horizons pour le financement de l'économie nationale à travers le marché financier.
Et puis cette nouvelle décès aujourd'hui de l'officier de l'ALN Messou Saad à l'âge de 86 ans. Après l'indépendance, le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Al-Biga, a adressé ses condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Et dans le reste de l'actualité internationale, au moins 20 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés aujourd'hui à l'aube, à la suite de violents bombardements de l'aviation sioniste contre des maisons et des quartiers dans la bande de Gaza. Et ces victimes, plutôt après le bombardement qui a donc visé le quartier de Zeytoun au sud-est de la ville de Gaza. Par ailleurs, une Palestinienne est tombée en martyr et d'autres ont été blessés à la suite du bombardement ayant ciblé un immeuble dans le camp de Nusayrat au milieu de la bande de Gaza. Et d'autre part, 9 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont des enfants, dans un bombardement d'une maison à l'ouest de Khan Younes, un autre dans la région de Sheikh Nasser, et un troisième bombardement près des tentes des personnes déplacées du camp de Khan Younes au sud plutôt de la bande de Gaza. Dans la nuit de vendredi à samedi, 2 autres Palestiniens sont tombés en martyrs dans une attaque de l'aviation sioniste contre le camp des réfugiés de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza, faisant porter le nombre de martyrs tombés depuis l'aube de vendredi à 38 personnes. Et puis la répression marocaine dans les territoires occupés a atteint des niveaux alarmants. Les territoires occupés sahraouis. Entre confiscation des terres, destruction systématique et déplacement forcé, les autorités coloniales poursuivent une stratégie visant à effacer l'identité sahraoui et ancrer l'occupation au mépris des droits fondamentaux. Nous dit Amina Saïdji. La lutte sahraoui ne connaît ni frontières ni répit, mobilisant toutes les franges de la société et se déployant sur tous les fronts pour résister à l'occupant marocain. Un occupant sans scrupules qui poursuit le pillage systématique des terres et des biens immobiliers sahraouis, dépouillant des familles entières de leurs maisons et de leurs terres. Ces territoires sont ensuite attribués à des colons marocains, voire même à des sionistes dans un processus méthodique. Chaque jour, la répression et les déplacements forcés sont utilisés comme des outils pour ancrer davantage l'occupation. مرة عاطي للشركة، مرة عاطي للمسؤولين، مرة عاطي للسراح، مرة عاطي كل ساعة عاطي مشروع فوق أرضي. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الملكية. Selon les révélations du Centre sahraoui pour les études stratégiques, les autorités de l'occupation marocaine continuent d'encourager les civils, les militaires et les forces de sécurité à s'installer avec leurs familles dans les territoires occupés. Les chiffres témoignent de l'ampleur du désastre. Des villages entiers sont effacés de la carte au profit d'un projet colonial visant à effacer l'identité de la région. وعلى أرضنا وعلى مسايننا كاملة واضحة ما ندوروا شيء عند حد ولا قد شيء ندوروا شيء عند حد. التراب في الدشرة ممنوعة منه، البلانات في الدشرة ما نجبروهم، المسايل في الدشرة ما نجبروهم، قريلات عندنا وارضنا اللي ساكنين فيها برا هم اللي هم يقلوا عليه يحيدوهم منه. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme a condamné ces actions de vandalisme et d'intimidation, soulignant qu'ils s'inscrivent dans une stratégie répressive systématique. Les démolitions exécutées par les forces d'occupation visent à terroriser la population sahraoui déjà sous pression constante. Ces opérations ne sont pas seulement des atteintes aux biens des Sahraouis, mais aussi des violations flagrantes des droits humains, visant à expulser les Sahraouis de leurs terres. Et puis au Maroc, en réduisant le budget de l'instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption dans la loi de finances 2025, le Marzan prouve une nouvelle fois son emprise sur l'État et son rôle dans la perpétuation du népotisme. Cette décision affaiblit une institution qui, par ses rapports, révèle à maintes reprises des pillages et des détournements de fonds. Yasmine Saudi. Lorsque la corruption devient une norme de justice, les piliers de l'État s'effondrent. Des lois sont alors promulguées, humiliant ainsi tous les organismes et organisations de lutte contre la corruption. En réduisant le budget de l'instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption dans la loi de finances 2025,
Le Makhzen prouve une nouvelle fois son emprise sur l'État et son rôle dans la perpétuation du népotisme. Cette décision affaiblit une institution qui, par ses rapports, révèle à maintes reprises des pillages, des détournements de fonds, des abus de pouvoir et l'effondrement de structures publiques, entretenues par le favoritisme et l'allégeance. Une preuve supplémentaire du dysfonctionnement systémique qui gangrène le régime. Au lieu de combattre la corruption et les pots de vin et veiller à renforcer le rôle de cette institution, le gouvernement a choisi de réduire son budget. Cela démontre que chaque fois qu'une institution publie un rapport compromettant sur le Makhzen, le pouvoir réagit en lui coupant les ressources ou en demandant le remplacement de ses dirigeants. Autrement dit, ces institutions doivent servir les intérêts du Makhzen sous peine d'être écartées. Ces pratiques révèlent une volonté de contrôle absolu et une domination croissante qui affaiblissent toute tentative de réforme transparente. الملك مع من؟ مع الشعب ولا مع المفسدين؟ مع الشعب ولا مع المشاريع ديالو؟ مع الشعب ولا مع البزنس ديالو؟ خص الامور تحدد. هادشي راه بزاف راكم طغيتوا. Créé à l'origine par le Makhzen comme un outil de surveillance, cet organisme est rapidement devenu une source d'ennui pour le régime. Cette institution, censée servir le pouvoir, a exposé au grand jour ce qui se passe dans les coulisses du palais royal, les abus, les secrets et les intérêts cachés. Le Makhzen a réduit son budget, visant ainsi à entraver son action et à limiter son activité. Les analyses et les rapports internationaux et nationaux, ainsi que les nombreuses données que nous avons, révèlent que le Maroc n'a enregistré aucun progrès sur le plan économique et social. Au sein du régime du Makhzen, les lois ne servent qu'à renforcer la corruption et à museler quiconque ose défier le pouvoir de l'argent et de l'abus, au détriment même des institutions constitutionnelles. Tout est permis au sein d'un système où l'impunité et l'abus de pouvoir sont les maîtres mots. Et puis une autre image des malversions du Makhzen, celle dont est l'auteur Fawzi Larja, le président de la Fédération makhzenienne de football, ainsi que beaucoup de ses acolytes, notamment les politiques et présidents de clubs locaux, dont Nasseri, président du WAC, poursuivi pour trafic de drogue. Plus de précisions avec Fatih Abada. Décidément, il n'y a aucun secteur qui n'a pas été gangréné par le hashish et l'argent sale au pays de Mohamed VI. Même le sport, qui devrait plutôt être synonyme de propreté, de santé et de loyauté. Mais là où le kiff traite, il laisse toujours des traces nauséabondes. Plusieurs scandales éclaboussent sans cesse les hauts responsables du sport au Makhzen. À leur tête, l'argentier de Mohamed VI, Larja Fawzi, qui porte depuis déjà 2 ans 2 casquettes. Celle de président de la Fédération royale de football pour se servir et celle de ministre délégué au budget du Makhzen pour servir son maître. Toute l'histoire a commencé il y a une année, lorsqu'un baron malien de la drogue qui vivait du trafic de kiff traité entre le Maroc et le Mali, arrêté, a avoué avoir remis la somme de 3,5 millions de dollars au Wydad Baydawi, plus précisément à son président Saïd Nasseri, en plus d'autres sommes à différentes occasions. Ceci, en plus de la somme de 20 millions de dollars qu'a remis Fawzi Larja à la CAF et qui avait soulevé un véritable tollé dans le milieu du sport, autant continental que mondial. Ce qui a obligé les officiels du Makhzen à chercher des explications tout aussi farfelues les unes que les autres. Mais question à un dirham. Pourquoi cette somme n'est-elle pas apparue sur les comptes et les bilans de la Fédération royale de football? Les déclarations de nombreux responsables sportifs continentaux, les recoupements réalisés par des observateurs avertis, des enquêtes faites par diverses institutions spécialisées, notamment mondiales, font ressortir que tout cet argent sent le hache à plein nez. En effet, suite aux aveux du baron malien arrêté, il apparaît clairement que Nasseri recevait une quote-part. Pourquoi? Du baron malien. Et cet argent, des sommes faramineuses étaient remises toutes ou en partie à Fawzi Larja, qui les utilisait d'une part pour gonfler la fortune de son maître et de l'autre pour soudoyer les responsables de la CAF et asseoir son hégémonie sur l'institution continentale au détriment du peuple, qui plonge chaque jour un peu plus dans la misère. Le clou dans le cercueil est finalement planté par la journaliste Dounia Filali, qui a dévoilé des informations alarmantes sur l'endettement croissant du Royaume du Maroc.
attribué à la politique du roi Mohamed VI et de Fawzi Larja, son ministre délégué au budget. Dans une vidéo sur sa chaîne, la journaliste et féroce opposante au régime du Merzen affirme que le roi a profité du séisme dans la région d'El Harouz pour solliciter d'importants prêts des organisations gouvernementales et des pays européens, sous prétexte de reconstruire la région dévastée. Elle a révélé que des sommes colossales ont été transférées aux sociétés de Mohamed VI au nom du peuple marocain. Par exemple, l'Allemagne aurait accordé un prêt de 100 millions de dollars pour la reconstruction des zones sinistrées. Cependant, Filali souligne que ces fonds censés aider les familles touchées ne sont jamais parvenus à leur destination. Elle estime que plus de 57 familles auraient dû bénéficier d'au moins 21 millions de centimes chacune, ce qui n'a jamais été le cas. Ainsi, il apparaît clairement que la collusion entre la drogue, l'argent sale et la Fédération marocaine de football est prouvée et tourne autour de la corruption sans laquelle ni Larja ni d'autres hautes personnalités n'auraient pu arriver où elles croient être arrivées, avec la complicité du roi et de ses sujets. Mais tout cela sont mauvais. Et le jour est venu, avec tous les scandales révélés et les affaires en justice qui les attendent, pour que ces piteux personnages payent pour leurs actes. En plus de ces malversations, autre facette des manigances merzeniennes à l'encontre de l'éthique sportive, en ayant recours aux logiciels de piratage tels que Pegasus pour espionner les responsables de la CAF, nous dit Fethi Ben Ali. Le football africain, théâtre de passion et d'espoir, a été secoué par une affaire digne d'un roman d'espionnage. Au cœur du scandale, Pegasus, un logiciel aussi puissant que redouté. Imaginez maintenant un outil capable de franchir les défenses les plus sécurisées de votre smartphone. Pegasus, développé par une société sioniste, peut accéder à vos appels, vos messages, vos photos, vos applications et même activer votre caméra ou votre micro. Le tout à votre insu. Utilisé pour infiltrer les secrets les plus intimes, derrière ce rideau opaque, un nom revient avec insistance. Fawzi Larja, ministre marocain et stratège du football national, soupçonné d'avoir manipulé les hautes instances africaines pour servir les intérêts du Maroc. Ce logiciel a rapidement trouvé d'autres usages bien moins nobles. Dans le contexte du football africain, Pegasus devient une arme redoutable. En surveillant les membres influents du comité exécutif de la Confédération africaine de football, il offre à ses utilisateurs un avantage stratégique inégalé. Réunions confidentielles, plans secrets ou même détails personnels embarrassants, tout devient accessible pour qui contrôle l'outil. C'est dans ce cadre que Fawzi Larja apparaît comme un acteur central de cette affaire. Ministre délégué au budget du Maroc et figure incontournable du football du Merzen, il aurait orchestré l'utilisation de Pegasus pour espionner des dirigeants clés de la CAF. Son but, recueillir des informations compromettantes et manipuler les décisions de l'organisation en faveur du Maroc. Sous sa direction, le Maroc s'est imposé comme une puissance incontournable du football africain. Les succès sur le terrain et dans les coulisses sont indéniables. Mais à quel prix ? Simon Lyonga, journaliste camerounais, se pose la question. C'est d'abord dommage que nous sommes à ce niveau de gestion de la Confédération et on n'imagine pas que notre téléphone pouvait être écouté. Surtout avec l'arrivée des élections, nous sommes à la veille des élections. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Écoutez, regardez même, il y a certains membres ou bien certains travailleurs de la Confédération, surtout au secrétariat général, qui disaient qu'ils sont malmenés, ils ont des problèmes mentaux. Des témoignages évoquent des pressions exercées sur des membres influents de la CAF, après que leurs communications privées ont été compromises. Ces révélations montrent une face bien sombre de l'ascension de Fawzi Larja. Pegasus, outil de surveillance ultime, aurait permis donc à Larja et à ses alliés de contrôler les votes et de dicter des décisions, allant parfois à l'encontre des règlements établis. Les conséquences de ces manœuvres se font déjà sentir. Des décisions contestées, des rivalités exaspérées entre fédérations et un climat de suspicion généralisé plongeant le football africain dans une crise de confiance. Ce scandale est une blessure ouverte pour le sport roi sur le continent. La CAF, déjà accusée de manque de transparence, se retrouve désormais au centre d'une tempête qui pourrait bien redéfinir ses fondements. Les appels à une enquête indépendante se multiplient, tandis que les supporters et les fédérations réclament des réponses.
Ce que nous on attendait, c'est qu'après toutes ces confidences, après toutes ces plaintes des travailleurs de la Confédération africaine de football, on devait d'abord suspendre le secrétaire général avant de procéder avec les enquêtes. Mais on a fait les enquêtes, on n'a pas les réponses ou bien les résultats jusqu'à aujourd'hui. Le secrétaire général est resté en place et c'est parti, c'est mort, on n'entend plus rien. Et vous croyez que c'est normal? C'est pas du tout normal. Voilà alors notre Confédération africaine de football d'aujourd'hui. On décide avec le secrétaire général, le président et le président Legja. Parce que Legja, aujourd'hui, il est le président bis, le président de la Confédération africaine de football bis. C'est lui qui décide de tout. Et chaque fois qu'il y a un petit problème, on amène ça au Maroc. Le championnat d'Afrique au Maroc, la Coupe d'Afrique au Maroc, le championnat des clubs au Maroc, presque tout c'est au Maroc. Pourquoi? Mais pourquoi? Plus qu'un simple scandale, cette affaire est le symbole d'une lutte plus vaste pour l'intégrité du football africain. La question n'est plus seulement de savoir si le Maroc a utilisé Pegasus pour manipuler la CAF, mais de comprendre comment un tel système a pu se mettre en place. Et vous pourrez suivre l'émission Sport en question ce soir à partir de 21h sur Canal Algérie, sous le thème l'utilisation de l'argent de la drogue dans le foot africain par le président de la Fédération marzénienne de football, Fawzi Lerjali. Le Sport en question présenté par Riyad Belkhadim ce soir à 21h sur Canal Algérie. Et puis, le camp de Oued Laneb, on fait une halte pour parler de notre riche histoire. Et le camp de Oued Laneb à Annaba demeure un témoin vivant des crimes du colonialisme français. Les souffrances infligées aux Algériens marquées par des actes de torture et de violation des droits humains sont gravés dans la mémoire collective malgré le temps qui passe. Ces horreurs restent indélébiles et les murs de ce camp continuent de raconter la brutalité de l'occupant. Salim Hamadi, Yasmine Msaoudi. Ces visages sont ceux des martyrs algériens, victimes des atrocités commises par le régime colonial français. Derrière chaque cliché se cache une histoire de souffrance marquée par les sévices infligés dans le camp de Oued Laneb à Annaba. Des images qui rappellent les crimes graves perpétrés contre le peuple algérien à l'époque coloniale. Ce camp était connu sous le nom d'El Ghafer. Les autorités coloniales l'ont transformé en prison pour torturer les Algériens. Ce camp était synonyme de torture, d'humiliation et la violence extrême à l'encontre des Algériens. Les détenus étaient soumis à des traitements inhumains, subissaient des exécutions, des brûlures et des sévices cruels. Les autorités coloniales cherchaient à démanteler les organisations de résistance, capturant les combattants et les soumettant à des tortures insoutenables. Dans chaque recoin de ce camp, les tortionnaires de la France coloniale se sont montrés dépourvus de toute humanité. La France coloniale n'a pas réussi à briser la volonté des Algériens. Le plus grand supplice n'a pas pu anéantir leur soif d'indépendance. Les tortures infligées aux hommes et même aux femmes n'ont fait que renforcer leur détermination. Aujourd'hui encore, les traces de ces souffrances sont visibles et les horreurs vécues demeurent un témoignage puissant dans l'histoire de la résistance algérienne. Plus d'un siècle s'est écoulé, mais les souffrances infligées par les criminels dans ce camp, qui se sont déchaînés contre les enfants de cette terre, restent gravées dans la mémoire collective. L'histoire ne pourra jamais effacer les crimes commis par la France coloniale contre le peuple algérien. Ce camp est l'un des premiers établis par la France coloniale en 1884, ici en Algérie. Il représente un témoin des crimes commis par l'occupant, les habitants de la région ainsi que les enfants qui ont souffert sous le joug colonial portent encore les traces de ces atrocités. Il est essentiel que nos enfants, petits-enfants des martyrs et des moudjahidines comprennent ce que le colonialisme a infligé à leur peuple et ce qui s'est passé dans ce lieu. Dans ce camp de torture, les voix des martyrs qui ont subi les pires souffrances résonnent encore. Si l'oppresseur a disparu, son ignominie reste gravée dans les mémoires des défenseurs des causes justes.
Et les océans donc ne suffisent pas pour écrire notre grande et riche histoire. Voilà qui termine ce midi préparé par Nasrine Bessaïdi, Adel Bouhames et Chelabia Cheikh, réalisé par Mohamed Bouchen. L'information revient ce soir à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Et tout de suite les nouvelles du 7 Abed. Bon appétit si vous êtes à table et à ce soir.